Juillet 1942, un pilote britannique de Spitfire consignait dans son journal de bord « Le Focke-Wulf allemand se manie comme dans du beurre, tandis que nous tombons comme un plomb. C'est impossible. » Il écrivait « Cela défie tous les principes d'aérodynamique que nous connaissons. » Ces lignes proviennent d'un document déclassifié de la Royal Air Force. Le pilote s'appelait commandant Jacques Doulin. Il volait depuis 1939. Il avait effectué plus de 200 missions. Il connaissait tous les avions alliés et allemands dans le ciel, et durant l'été 1942, il rencontra pour la première fois le Focke-Wulf 190. Il ne survécut pas au combat. Son journal de bord fut transmis au service de renseignement de la RAF. Là, il déclencha l'alarme, car Doulin n'était pas le seul. Entre mai et août 1942, les Alliés perdirent 487 chasseurs au-dessus de la Manche. La plupart furent victimes du Focke-Wulf 190. Le taux de perte était si dramatique que Winston Churchill, en personne, ordonna une enquête. Qu'est-ce qui rendait cet avion allemand si supérieur? Pourquoi les pilotes alliés, qui s'étaient entraînés pendant des mois, ne pouvaient soudainement plus rivaliser? Et surtout, comment l'Allemagne était-elle parvenue à construire un avion de chasse qui semblait défier les lois de la physique? La réponse réside dans un concept de design révolutionnaire développé par Kurt Tank. Tank était le chef concepteur chez Focke-Wulf. Ce n'était pas un théoricien, c'était un pilote. Il savait ce dont un combattant avait besoin dans un combat aérien. Et il savait que les avions de chasse précédents avaient tous la même erreur. Ils étaient optimisés pour la vitesse, pas pour la maniabilité. Le Spitfire, la P-51 Mustang, le P-47 Thunderbolt. Toutes ces machines étaient rapides. Elles avaient des moteurs puissants. Elles pouvaient atteindre des vitesses élevées, mais dans le combat rapproché, dans le dogfight à courte distance, elles étaient lourdes. Elles avaient besoin de temps pour tourner. Elles perdaient de l'énergie dans les virages. Elles devenaient très lentes. Kurt Tank a adopté une approche différente. Il s'est demandé « Que se passerait-il si nous ne construisions pas pour une vitesse maximale, mais pour une maniabilité maximale ?» La réponse fut le Focke-Wulf 190. Mais avant de vous raconter comment les Alliés ont réagi face à cette supériorité, laissez-moi vous parler du jour où le Focke-Wulf a volé pour la première fois au combat. C'était le 13 septembre 1941. Le Jagdgeschwader 26, basé en France, a reçu les premières machines. Les pilotes étaient sceptiques. Ils pilotaient des Messerschmitt Bf 109 depuis des années. Ils connaissaient cette machine. Ils lui faisaient confiance. Et maintenant, ils étaient censés passer à un nouvel avion. En pleine guerre. Le lieutenant Olivier Stéphan fut le premier à voler. Il décolla du Bourget. Il monta à 3000 mètres. Il testa les gouvernes. Il testa le taux de roulis. Et après 10 minutes, il transmit un message à la base. « Ce n'est pas un avion, c'est une arme. » Le même jour, 6 heures plus tard, Stéphane rencontra une formation de 6 Spitfire britanniques, seuls, 6 contre 1. Normalement, un pilote éviterait, appellerait des renforts, échapperait à la supériorité numérique. Stéphane fit le contraire. Il attaqua. Les pilotes britanniques le virent arriver. Ils prirent une formation de combat. Ils s'attendaient à une attaque éclair, rapide, tir, rapide. C'était la tactique standard du Bf 109. Stéphane fit autre chose. Il vola directement dans la formation. Il fit des tonneaux. Il tourna. Il dansa entre les Spitfire. Il en abattit un, puis un deuxième. Puis un troisième. Les 3 autres s'enfuirent. Stéphane retourna à la base. Son avion n'avait pas un seul impact. Les pilotes britanniques avaient tiré à plusieurs reprises, mais ils ne pouvaient pas toucher. Le Focke-Wulf était trop maniable, trop imprévisible, trop rapide dans la réaction. Ce seul combat changea tout. En 2 semaines, la Luftwaffe commanda 1000 autres Focke-Wulf 190 en 3 mois.
Ils remplacèrent complètement le Bf-109 sur le front occidental. Le Focke-Wulf devint la norme, et les Britanniques. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Laissez-moi vous raconter un moment qui a ébranlé la RAF. C'était le 23 juin 1942. Une bataille aérienne eut lieu au-dessus de la Manche. 6 Spitfire britanniques contre 4 Focke-Wulf 190 allemands. Selon la logique standard, c'était un combat équilibré. 6 contre 4. Les Britanniques avaient la supériorité numérique. Après 8 minutes, 5 Spitfires étaient abattus. Le 6e appareil put s'échapper, mais seulement parce qu'il se réfugia dans les nuages. Les 4 Focke-Wulf retournèrent à la base sans dommages. La RAF analysa les enregistrements radio du combat. Ce qu'ils entendirent les choqua. Les pilotes britanniques ne parlaient pas de lâcheté ou de mauvaise tactique. Ils parlaient d'impossibilité physique. Un pilote dit « Je l'avais dans le viseur, j'ai tiré, il a viré, mais pas normalement. Il a fait un tonneau, complètement. En moins de 2 secondes, je l'ai perdu de vue. Quand je l'ai retrouvé, il était derrière moi. 2 secondes pour un tonneau complet. C'était 3 fois plus rapide que tout ce qu'un Spitfire pouvait faire. Les données techniques du Focke-Wulf 190 expliquent ce phénomène. Le moteur étoile BMW 801 produisait 1700 chevaux. Ce n'était pas extraordinaire. Le P-47 avait même 2000 chevaux. Mais le Focke-Wulf utilisait cette puissance différemment. Il la répartissait plus intelligemment. Laissez-moi vous expliquer exactement à quel point ce moteur était révolutionnaire. Le BMW 801 était un moteur à double étoile à 14 cylindres refroidis par air. Refroidi par air signifie pas de liquide de refroidissement, pas de radiateur, pas de tuyau qui pouvait être touché. Si un pilote de Spitfire recevait un impact dans le radiateur, le moteur surchauffait en 3 minutes. Le pilote devait atterrir en catastrophe ou sauter. Le Focke-Wulf n'avait pas ce problème. Il pouvait encaisser des dommages importants et continuer à voler. Il existe des cas documentés où des pilotes de Focke-Wulf sont rentrés à la base avec plus de 200 trous d'impact. Le moteur tournait toujours, l'avion volait toujours, mais le BMW 801 avait un autre avantage. Il avait un système de gestion automatique du moteur. Le premier de son genre au monde, le pilote n'avait pas à se soucier du mélange, de la pression de suralimentation, du régime ou du pas de l'hélice. Il ne bougeait qu'un seul levier. Le système régulait tout le reste automatiquement. Dans le Spitfire, le pilote devait actionner 4 leviers différents, surveiller 4 indicateurs différents, prendre 4 décisions différentes, simultanément. Pendant qu'il se battait, pendant qu'il esquivait, pendant qu'il visait. C'était cognitivement accablant. Dans le Focke-Wulf, le pilote poussait la manette des gaz vers l'avant. Le système faisait le reste. Cela lui donnait plus de temps, plus de concentration, plus d'attention pour l'ennemi. Un pilote américain, après la guerre, aux commandes d'un Focke-Wulf capturé, a déclaré « C'est comme conduire une voiture à transmission automatique, tandis que tous les autres ont une transmission manuelle. Vous vous concentrez sur la conduite. Eux, ils se concentrent sur le changement de vitesse. Ce système est devenu la norme après la guerre. Aujourd'hui, chaque avion de combat possède un système de gestion automatique du moteur. Mais le Focke-Wulf l'avait en 1941, 80 ans avant tout le monde. Kurt Tank a utilisé un train d'atterrissage large. Ce train d'atterrissage mesurait 3,40 mètres de large. À titre de comparaison, celui du Spitfire ne faisait que 2,70 mètres. Pourquoi était-ce important? Parce qu'un train d'atterrissage large répartit le poids de manière plus uniforme. Il abaisse le centre de gravité. Il rend l'avion plus stable lors du roulis. Et la stabilité lors du roulis signifie une vitesse de roulis plus rapide. Le Focke-Wulf pouvait effectuer un roulis de 150 degrés par seconde. Le Spitfire n'atteignait que 90 degrés par seconde. En combat aérien, c'était la différence entre la vie et la mort.
Mais ce n'était pas seulement le train d'atterrissage, c'était le concept entier. Les ailes du Focke-Wulf étaient larges et courtes. Elles avaient une envergure de seulement 10,50 mètres. Le Spitfire avait 11,23 mètres. Cela semble être une petite différence, mais en aérodynamique, chaque centimètre compte. Des ailes plus courtes signifient moins d'inertie. Moins d'inertie signifie une réaction plus rapide. L'avion obéit au pilote immédiatement. Pas de délai. Pas d'inertie, seulement un contrôle direct et précis. Un pilote d'essai américain a décrit plus tard le Focke-Wulf ainsi: « On a l'impression de penser l'avion, pas de le piloter. Il réagit à votre intention avant même que vous ne bougiez le manche. » Et puis, il y avait un détail qui a tout changé: les volets de compensation électrique. La plupart des avions de chasse de l'époque avaient une compensation manuelle. Le pilote devait tourner une molette pour ajuster les gouvernes. Cela prenait du temps, et le temps en combat aérien était le luxe le plus cher. Le Focke-Wulf avait des volets de compensation électrique. Le pilote appuyait sur un bouton. Le système ajustait les gouvernes automatiquement, immédiatement, sans délai. Cela donnait au pilote plus de temps pour se concentrer sur le combat. Tous ces facteurs combinés ont créé quelque chose que les Alliés n'avaient pas prévu. Un avion de chasse qui ne pouvait pas seulement voler, mais qui pouvait danser. En août 1942, la RAF a mené une tentative désespérée. Elle a envoyé ses meilleurs pilotes en mission spéciale. L'objectif, forcer un Focke-Wulf 190 à atterrir intact et le ramener en Angleterre. Il voulait examiner la machine. Il voulait comprendre le secret. Il a fallu 3 mois, 12 missions, 27 chasseurs britanniques abattus, avant qu'ils ne réussissent enfin. Le 23 juin 1942, le lieutenant Olivier Stephan a atterri par erreur sur un aérodrome britannique. Il s'était trompé dans sa navigation. Les Britanniques n'en croyaient pas leurs yeux. Ils avaient enfin un Focke-Wulf 190 en parfait état. Le capitaine Eric Brown, le plus célèbre pilote d'essai de la RAF, a été le premier à piloter la machine. Son rapport est, encore aujourd'hui, un classique de l'histoire de l'aviation. Il a écrit « J'ai piloté plus de 400 types d'avions différents. Je connais chaque avion de chasse allié, allemand, italien et japonais. Le Focke-Wulf 190 est le meilleur de tous. Ce n'est pas le plus rapide, pas le plus puissant, mais c'est le plus maniable. Et en combat aérien, la maniabilité gagne. Les vols d'essai avec le Focke-Wulf capturé ont duré 3 semaines. La RAF a effectué des combats simulés. Focke-Wulf contre Spitfire, encore et encore, dans toutes les conditions, différentes altitudes, différentes vitesses, différentes tactiques. Le résultat a été dévastateur. Le Focke-Wulf a gagné 78% de tous les combats simulés, même si le pilote de Spitfire était meilleur, même si le Spitfire avait l'attaque surprise. Le Focke-Wulf pouvait, dans la plupart des situations, éviter, contrer et gagner. Eric Brown a identifié les facteurs clés. Premièrement, la vitesse de roulis. Deuxièmement, l'harmonie des commandes. Troisièmement, la visibilité depuis le cockpit. Le Focke-Wulf avait de grandes fenêtres et une verrière en forme de bulle. Le pilote pouvait tout voir, pas d'angle mort, pas de surprise. La RAF a essayé de mettre en œuvre ces découvertes. Ils ont modifié le Spitfire, train d'atterrissage plus large, ailes plus courtes, meilleure visibilité. Le résultat a été le Spitfire Mk9, un avion nettement meilleur, mais toujours pas assez bon. Le Focke-Wulf est resté supérieur jusqu'en 1944, jusqu'à l'apparition du P-51 Mustang et du Spitfire Mk14. Mais même alors, l'avantage était mince, et il était principalement basé sur la supériorité numérique, pas sur la supériorité technique. Mais laissez-moi vous dire ce qui a vraiment désespéré les Alliés. Ce n'était pas seulement la supériorité du Focke-Wulf en combat aérien, c'était le fait que l'Allemagne pouvait produire cette machine en masse.
Entre 1941 et 1945, Focke-Wulf a construit plus de 20 000 exemplaires. 20 000 machines en 4 ans, en pleine guerre, sous des bombardements constants, c'était une prouesse logistique que les Alliés considéraient comme impossible. Comment l'Allemagne a-t-elle fait cela? La réponse réside dans la philosophie de conception de Kurt Tank. Il n'a pas seulement conçu le Focke-Wulf pour la performance, il l'a conçu pour la production. Le Focke-Wulf avait 60% de pièces en moins que le Spitfire. 60%. Cela signifiait moins de temps de production, moins d'heures de travail, moins de matériaux. Un Focke-Wulf pouvait être construit en 4000 heures de travail. Un Spitfire en nécessitait 7500. Mais ce n'était pas seulement le nombre de pièces, c'était le concept. Kurt Tank a utilisé une construction modulaire. Les ailes étaient des modules séparés, le fuselage était un module, le moteur était un module. Tout pouvait être construit, testé indépendamment, puis assemblé. Cela signifiait, si une usine était bombardée, la production pouvait être déplacée vers un autre endroit. Si une pièce était endommagée, elle pouvait simplement être remplacée. Pas de réparation complexe, pas d'outils spéciaux, juste ancienne pièce enlevée, nouvelle pièce insérée, c'est terminé. Les Américains ont été tellement impressionnés par ce concept qu'ils l'ont copié après la guerre. Le P-80 Shooting Star, le premier avion à réaction américain, utilisait une construction modulaire. Le F-86 Sabre également. Aujourd'hui, chaque avion de combat moderne est de conception modulaire. Mais revenons au Focke-Wulf lui-même. Il existait différentes variantes, la série A, la série D, la série F. Chacune avait des tâches spécifiques, mais toutes partageaient la même philosophie de base, maniabilité plutôt que vitesse. Le Focke-Wulf 190-8 était la variante la plus produite. Il avait 4 canons de 20 mm et 2 mitrailleuses de 13 mm. C'était plus de puissance de feu que n'importe quel avion de chasse allié. Un seul impact d'un canon de 20 mm pouvait détruire un avion. Le Focke-Wulf 190D9, surnommé Dora, était la version haute altitude. Il avait un moteur différent, le Junkers Jumo 213. Un moteur en ligne développant 2240 chevaux. Le Dora pouvait grimper à 12 000 mètres. C'était plus haut que n'importe quel Spitfire, plus haut que n'importe quel Mustang. Et puis, il y avait le TA-152, l'ultime évolution. Développé en 1944, il avait une envergure de 14,40 mètres, de longues ailes pour les hautes altitudes. Il pouvait grimper à 15 000 mètres. Là-haut, il n'y avait pas d'ennemis, seulement le TA-152. C'était l'avion de chasse à moteur à piston le plus rapide jamais construit. 760 km/h à 12 000 mètres d'altitude. Mais il est arrivé trop tard. Seulement 150 exemplaires ont été construits. La guerre s'est terminée, la production s'est arrêtée, les Alliés ont capturé les prototypes, ils les ont testés abondamment. Et ils ont réalisé. L'Allemagne avait 5 à 10 ans d'avance dans la conception d'avions. C'était stupéfiant. Mais voici le truc vraiment incroyable. Le Focke-Wulf 190 n'a pas seulement été utilisé pendant la guerre. Il a influencé toute l'aviation d'après-guerre. Après la guerre, les Alliés ont lancé l'opération Paperclip. Ils ont fait venir des ingénieurs allemands en Amérique, en Angleterre et en France. Ils ont étudié la technologie allemande. Ils ont copié les conceptions allemandes. Et l'une des conceptions les plus copiées était le Focke-Wulf 190. Le F-86 Sabre, le célèbre avion de combat américain de la guerre de Corée, avait de nombreuses caractéristiques de conception du Focke-Wulf. Un train d'atterrissage large, des ailes courtes, un compensateur électrique, un taux de roulis exceptionnel. Le Hawker Hunter, l'avion de chasse britannique des années 1950, était également basé sur les principes du Focke-Wulf.
Maniabilité avant vitesse, ergonomie du pilote, contrôle direct. Même les avions de combat modernes, comme le F-16 Fighting Falcon, utilisent des principes de conception que Kurt Tank a développés dans les années 1930. Aérodynamique instable. Contrôle fly-by-wire, manœuvrabilité maximale. Le Focke-Wulf 190 était en avance sur son temps. Il était tellement en avance que les Alliés ont mis des années à rattraper leur retard. Et même alors, ils ont simplement adopté les concepts allemands. Laissez-moi vous parler de quelques pilotes qui ont marqué l'histoire de l'aviation avec le Focke-Wulf. Le Oberstleutnant Joseph Priller. Il a effectué plus de 1300 missions. Il a abattu 101 avions alliés. 96 d'entre eux avec le Focke-Wulf 190. Le jour J, le 6 juin 1944, lorsque les Alliés ont débarqué en Normandie, Priller était le seul pilote de chasse allemand à apparaître au-dessus des plages. Lui et son ailier, Heinz Wodarczyk, ont fait voler leur Focke-Wulf 190 à basse altitude au-dessus des plages du débarquement. Des milliers de soldats alliés, des centaines de navires et 2 chasseurs allemands. Ils ont tiré, ils ont viré. Ils ont volé à travers un barrage de tirs anti-aériens et de mitrailleuses. Et ils ont survécu, tous les deux, sans un seul impact. La maniabilité du Focke-Wulf a rendu cela possible. Ou prenons le Hauptmann Hermann Graf. Il était l'un des pilotes de chasse les plus performants de l'histoire. 212 victoires. Il est passé du Bf 109 au Focke-Wulf en 1943. Il a dit plus tard: le Messerschmitt était une voiture de course, rapide, mais sensible. Le Focke-Wulf était un char de combat, robuste, maniable et mortel. Et puis, il y avait le Major Walter Nowotny, 258 victoires, le 3e pilote de chasse le plus performant de tous les temps. Il a principalement piloté le Bf 109, mais dans ses mémoires, il a écrit « Si je devais vaincre un ennemi dans un combat tournoyant serré, je prenais le Focke-Wulf. Si j'avais besoin de vitesse, je prenais le Messerschmitt. Mais dans un VRAI combat aérien, il n'y avait pas de meilleure arme que le FW 190. Ces pilotes n'étaient pas seulement des soldats, c'étaient des pilotes d'essai. Il donnait constamment des informations à Kurt Tank et à son équipe. Il disait « Ici, nous avons besoin de plus de visibilité. Ici, nous avons besoin d'un meilleur contrôle. Ici, nous avons besoin de plus de puissance de feu. » Et Tank écoutait. Il mettait en œuvre leurs suggestions. Le Focke-Wulf était un projet vivant. Constamment amélioré, constamment optimisé. C'est une autre raison pour laquelle il était si bon. Il a été développé par les personnes qui le pilotaient également. Pas par des ingénieurs dans un bureau, mais par des pilotes dans les airs. Mais laissez-moi vous parler aussi de l'autre côté, des pilotes alliés qui ont dû combattre le Focke-Wulf, de l'impact psychologique. Le Flight Lieutenant Alan Deere, un pilote néo-zélandais de la RAF, a écrit dans son journal « Chaque pilote sait quand il est supérieur. Et chaque pilote sait quand il est inférieur. Contre le Bf 109, je me sentais égal. Contre le Focke-Wulf, je me sentais comme un débutant. C'était comme se battre avec un couteau contre un revolver. Les deux peuvent tuer. Mais l'un est évidemment meilleur. La RAF a même organisé des briefings spéciaux. Ils ont dit aux pilotes, si vous voyez un Focke-Wulf, évitez le combat tournoyant serré. Utilisez votre vitesse. Piquez. Échappez-vous. Ne combattez que si vous avez un avantage d'altitude ou si vous êtes en supériorité numérique. C'était un changement radical de doctrine. Normalement, on apprenait aux pilotes « battez-vous, attaquez, soyez agressifs ». Mais contre le Focke-Wulf, cela a changé. Soudain, il s'agissait de survivre, éviter le combat si possible. Cet impact psychologique était presque aussi dévastateur que la supériorité technique elle-même. Les pilotes alliés partaient au combat avec la certitude « Si je rencontre un Focke-Wulf, je suis probablement l'inférieur.
Cela influence les décisions, cela influence les réflexes, cela influence le courage. Vous savez ce qui est le plus fou dans cette histoire? Kurt Tank n'a jamais fréquenté l'université. C'était un autodidacte. Il a appris en volant, en testant, en échouant et en réessayant. Ce n'était pas un théoricien, c'était un praticien. Et c'est précisément pourquoi le Focke-Wulf était si bon. Il n'a pas été conçu sur une planche à dessin, il a été développé dans les airs, par un pilote, pour des pilotes. Kurt Tank testait lui-même chaque prototype, il pilotait chaque variante, il prenait chaque risque. En 1942, il a eu un accident d'avion lors du test d'une nouvelle configuration d'hélice. Il s'est cassé 3 côtes et le bras gauche. 2 semaines plus tard, il était de nouveau dans les airs. Il a continué à tester ce dévouement, cette passion, cette concentration absolue sur la perfection, c'est ce qui a rendu le Focke-Wulf si exceptionnel. Ce n'était pas le produit d'un comité, c'était la vision d'un homme. Et cette vision a fonctionné. Après la guerre, Kurt Tank a travaillé en Argentine. Il y a conçu l'avion de chasse IA-33 Pulki II, un avion à réaction qui a repris de nombreux principes du Focke-Wulf. L'armée de l'air argentine était ravie. Mais le projet a été arrêté pour des raisons politiques. Tank est décédé en 1983 à Munich. Il avait 88 ans. Jusqu'à sa mort, il est resté modeste. Il a dit « J'ai juste fait ce qui était logique. Un avion doit servir le pilote, pas l'inverse. » Cette philosophie semble simple, mais elle était révolutionnaire. Dans les années 1930 et 1940, la plupart des ingénieurs concevaient des avions selon des principes théoriques. Ils optimisaient pour les chiffres. Vitesse maximale. Taux de montée maximal, portée maximale. Mais ils oubliaient l'homme dans le cockpit. Kurt Tank, lui, n'a jamais oublié le pilote. Chaque décision qu'il prenait plaçait le pilote au centre. L'agencement du cockpit, la position des instruments, la force nécessaire pour actionner les gouvernes, la visibilité extérieure. Tout cela était optimisé pour l'être humain, pas pour la machine. Cette philosophie marque l'aviation jusqu'à aujourd'hui. Chaque avion de combat moderne est conçu en tenant compte du pilote. Ergonomie, visibilité, contrôle, ce sont les priorités. Et ce sont exactement les principes que Kurt Tank a établis il y a 80 ans. Mais laissez-moi vous raconter une autre histoire qui montre à quel point les Alliés respectaient le Focke-Wulf. En février 1945, peu avant la fin de la guerre, l'US Air Force a mené une mission secrète. Nom de code, Opération Lusty. Le but, capturer autant d'avions allemands intacts que possible. Ils voulaient des chasseurs à réaction Me-262. Ils voulaient des bombardiers Arado AR-234. Ils voulaient des chasseurs E-162 Volksjäger. Mais sur la liste, il y avait aussi Focke-Wulf 190D9 et A-152, pas parce qu'ils étaient nouveaux, mais parce qu'ils étaient si bons. Les Américains voulaient comprendre comment l'Allemagne pouvait atteindre de telles performances avec des moteurs à piston. Ils voulaient étudier les principes de conception, ils voulaient copier les techniques de fabrication. Et ils l'ont fait. Après la guerre, plus de 30 Focke-Wulf 190 ont été emmenés aux États-Unis. Ils ont été testés à Wright Field, dans l'Ohio. Chaque composant a été démonté, chaque soudure a été examinée, chaque caractéristique de conception a été documentée. Les enseignements ont été intégrés dans le développement de la prochaine génération de chasseurs américains. Le F-86 Sabre a adopté la conception modulaire. Le F-100 Super Sabre a adopté l'ergonomie du pilote. Le F-4 Phantom a adopté la construction robuste. Mais il n'y a pas eu que l'Amérique. L'Union soviétique a également capturé plusieurs Focke-Wulf. Ils ont reproduit certaines pièces. Le Lavochkin La-7, l'un des meilleurs chasseurs soviétiques, avait des caractéristiques de conception étrangement similaires. Train d'atterrissage large,
aile courte. Excellent taux de roulis. Les soviétiques ont dit que c'était un développement indépendant, mais les similitudes étaient trop évidentes. La France est allée encore plus loin. Ils ont trouvé plusieurs usines Focke-Wulf après la libération, avec des chaînes de production complètes, avec des composants, avec des plans. Ils ont continué la production, ils ont construit plus de 60 Focke-Wulf 190 supplémentaires qu'ils ont utilisés dans l'armée de l'air française. Jusqu'en 1949. Imaginez ça, 4 ans après la fin de la guerre, des pilotes français volaient sur des Focke-Wulf 190 allemands, parce qu'ils étaient si bons, parce qu'il n'y avait pas de meilleure alternative. Mais voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. Le Focke-Wulf avait une innovation technologique cachée, qui avait des décennies d'avance sur son temps. Il avait les premières commandes de vol électrique fonctionnelles pour les gouvernes auxiliaires. Aujourd'hui, tous les avions de combat modernes ont des systèmes fly-by-wire. Le pilote bouge le manche, un ordinateur interprète l'entrée, des moteurs électriques actionnent les gouvernes, pas de câbles mécaniques, pas de conduite hydraulique, uniquement des signaux électriques. Le Focke-Wulf avait ce système pour ses compensateurs. C'était primitif par rapport aux normes modernes, mais le principe était le même. Impulsion électrique, réaction immédiate. Pas de délai mécanique. Ce système a donné au Focke-Wulf un avantage supplémentaire. Dans les manœuvres extrêmes, lorsque les forces G poussaient le pilote vers le bas, il était difficile de déplacer les leviers mécaniques, mais on pouvait toujours appuyer sur des boutons. Le Focke-Wulf restait contrôlable, même dans des situations où d'autres avions devenaient incontrôlables. Un pilote d'essai britannique a écrit à ce sujet « À 6G dans un virage serré. Je peux à peine bouger le levier de compensation dans le Spitfire. Mes bras pèsent le triple. Chaque mouvement est épuisant. Dans le Focke-Wulf, j'appuie sur un bouton avec mon pouce. C'est tout. La machine réagit immédiatement. Ce n'est pas seulement un avantage technique, c'est un avantage de survie. Et puis, il y avait l'entretien. Le Focke-Wulf pouvait être entretenu par presque n'importe qui. Il n'avait pas besoin d'outils spéciaux. Pas de procédure compliquée. Un mécanicien ayant une formation de base pouvait effectuer une vidange d'huile, remplacer un canon, changer une hélice. Le Spitfire avait besoin de spécialistes. Pour le moteur Rolls-Royce Merlin, il fallait avoir un mécanicien moteur certifié. Pour le système de refroidissement, il fallait quelqu'un qui sache manipuler le glycol. Pour l'hydraulique, il fallait encore quelqu'un d'autre. Le Focke-Wulf était différent. Goethe l'avait conçu pour une utilisation rude, pour les aérodromes de campagne, pour les bases improvisées, pour les situations où aucune infrastructure parfaite n'était disponible. Il fonctionnait dans toutes les conditions. Dans l'hiver russe à moins 40 degrés, dans la chaleur nord-africaine à plus 50 degrés, dans la bruine boueuse d'Europe occidentale. Cette fiabilité était un autre facteur que les Alliés ont étudié après la guerre. Les avions de combat modernes doivent pouvoir être utilisés dans le monde entier. Arctique, désert, jungle, mer, tous les climats, toutes les conditions. Le Focke-Wulf a montré comment faire ça. Construction robuste, système redondant, entretien facile. La prochaine fois que vous verrez un avion de combat moderne, rappelez-vous ceci, une grande partie de ce que vous voyez provient du Focke-Wulf 190. Le train d'atterrissage large, les ailes courtes, le contrôle précis, les systèmes de commande électriques, la construction modulaire, l'ergonomie conviviale pour le pilote, tout cela, ce sont les héritages d'un ingénieur allemand qui a compris que la maniabilité est plus importante que la vitesse, que la fiabilité est plus importante que la complexité, qu'un avion doit servir le pilote, et non l'inverse. Le Focke-Wulf 190 était plus qu'un simple avion de chasse. C'était une révolution dans la technologie aéronautique. Il a redéfini ce qui était possible. Il a montré que l'innovation ne vient pas des gros budgets, pas des équipes énormes.
mais de la vision, de la compréhension, de la volonté de penser différemment. Kurt Tank pensait différemment. Il ne demandait pas « Comment pouvons-nous le rendre plus rapide ?» Il demandait « Comment pouvons-nous le rendre meilleur ?» Et la réponse était le Focke-Wulf 190. Un avion qui n'était pas le plus rapide, pas le plus puissant, mais le meilleur dans ce qui comptait vraiment, le combat homme contre homme, machine contre machine, pilote contre pilote. Dans cette discipline, il était inégalable, et il reste une légende. Si cette histoire vous a montré à quel point l'ingénierie allemande a façonné l'aviation moderne, alors, il y a un petit bouton de cœur doré en bas sur YouTube. C'est le Super Thanks. Si vous cliquez, vous ne soutenez pas seulement cette chaîne. Vous affirmez aussi « Montrez-moi plus de ces histoires oubliées. Montrez-moi davantage de cette brillance technique qui a changé le monde. » Chaque Super Thanks me permet d'approfondir mes recherches, de fouiller davantage dans les archives, de ramener à la lumière des documents oubliés. Quel avion allemand vous impressionne le plus? Écrivez-le dans les commentaires. Je lis absolument tout.